Mais oui, si je commence à vous parler de mon métier, j'en ai pour un sacré moment. Parce que résumer 40 ans de vie professionnelle, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais on va essayer un petit peu quand même. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que susciter des questions et puis répondre à partir de vos questions, de sujets qui vous intéressent. Je crois que le plus simple, c'est peut-être d'abord de me présenter un petit peu quand même, parce que je ne suis pas tout à fait dans ma région. Je ne suis pas bien loin, je suis tourangeau. Bon, donc je suis d'une famille d'avocats à Tours, puisque j'ai succédé à mon père, mon grand-père, et j'ai laissé mon fils. Donc ça fait à peu près un siècle qu'il y a un membre de la famille qui est avocat au barreau de Tours, et moi je suis arrivé j'ai prêté serment en 1971. Donc j'ai fait mes 40 années jusqu'en 2011. Et assez rapidement, à l'époque il n'y avait pas de spécialisation dans le métier d'avocat, on était avocat, point. Depuis 1990, il y a des possibilités d'avoir des certificats de spécialisation, un peu comme les médecins qui ont telle ou telle spécialité. Donc quand c'est arrivé en 90, j'étais déjà de facto entré dans une spécialisation qui était le monde pénal. Parce que ça s'est rapidement trouvé que j'avais sans doute un peu, je dirais pas les qualités, ça serait prétentieux, les caractéristiques pour ça. La caractéristique essentielle, parce que il y a des tas d'avocats qui ont des tas de spécialités, qui font du droit des affaires, qui font du droit du travail, qui font du droit de la famille, et qui seraient tout à fait incapables, ils le reconnaissent eux-mêmes, de faire du droit pénal et de défendre des criminels. Je crois qu'il faut avoir cette particularité, c'est cette capacité de faire abstraction du fait qui a été commis pour s'intéresser à l'individu qu'on a devant soi. On en parlera avec mes livres, mais quand on vous amène dans un parloir un violeur d'enfants ou un assassin d'enfants, il est bien évident que si vous avez l'esprit obnubilé par le fait qu'il a commis, vous n'avez pas envie de lui tendre la main pour lui dire bonjour monsieur. Bon, c'est sûr. Donc il faut avoir cette capacité d'abstraction et de se dire je suis défenseur, je mets un peu de côté ce qui s'est passé et je m'intéresse au bonhomme. Voilà. J'avais cette capacité. D'autres l'ont aussi, mais c'est pas toujours facile. Donc je me suis assez rapidement spécialisé, puis je dans des villes de province comme Tours, comme Orléans, puisque Orléans c'était un peu chez moi, c'est ma cour d'appel. Donc je venais deux fois par semaine pendant 40 ans pratiquement plaider à la cour d'appel d'Orléans, bien sûr, et devant les cours d'assises aussi à Orléans. Donc on se fait connaître, et puis comme ça qu'on se fait un petit peu une réputation, comme on dit, d'avocat pénaliste. Et puis l'avocat pénaliste c'est quelqu'un d'un peu particulier, parce que lui, à la différence de l'avocat du droit de la famille ou de l'avocat d'affaires, il passe dans la presse. Les affaires sont parfois, en général, pour certaines, hyper médiatisées, et on a les honneurs de la télévision, de la radio, des journaux, on est en photo, on est filmé. Bon. Alors il ne faut pas que ça fasse enfler les chevilles ni la tête, mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai dit, puisque j'ai été enseignant aussi, je vous le raconterai, à l'égard des jeunes avocats, pendant 30 ans, on ne peut pas négliger ça, parce qu'on a besoin, nous, avocats pénalistes, d'être connus, si on veut être choisi par la suite, parce que finalement l'avocat pénaliste, il n'est pas commis d'office, il est choisi en règle générale. La différence, elle est intéressante quand même, c'est que choisi, il est rémunéré. A priori, bon, dans les affaires criminelles, on pourra en parler, les problèmes de rémunération, c'est pas simple, mais bon, c'est comme ça. Donc on a besoin des médias, et effectivement, on s'en sert dans une limite raisonnable. Donc voilà, donc au bout de... Alors, ma carrière s'est déroulée pendant 40 années, je ne suis pas intéressé qu'au pénal, j'ai été enseignant à l'école des avocats du Centre-Ouest, dont le siège est à Poitiers et qui regroupe 4 cours d'appel, depuis sa création, c'est 1981, et j'y suis allé pendant 30 ans, j'ai enseigné d'abord la procédure pénale, puis ensuite, ayant été élu bâtonnier au barreau de Tours en 83-84, je me suis intéressé aux problèmes déontologiques, parce que le bâtonnier c'est quand même un petit peu en charge de la déontologie des avocats, et j'ai pris l'enseignement de déontologie à l'école,
Et puis au bout d'un moment, c'était quand même un enseignement très fatigant, au bout de quelques années, parce que c'était des cours magistraux. Et j'ai trouvé que c'était plus agréable d'enseigner ce que j'aimais bien aussi, c'est-à-dire la plaidoirie. Donc voilà, je suis passé à des enseignements de plaidoirie. Et puis se sont déroulés sur ces 40 années 120 procès d'assises. Donc j'ai eu l'occasion d'aller devant les cours d'assises dans 120 cas, avec des cas de toute nature, on pourra en parler. Et puis arrive l'âge, arrive 2011, arrive les 40 années, et arrive la prise de retraite. Et c'est une chose à laquelle, en tout cas en ce qui me concernait, on ne réfléchit pas. Je ne réfléchis pas parce que c'est vrai qu'on est vraiment pendant 40 ans pris dans une tourmente, dans une vague d'un dossier à l'autre, un dossier pousse l'autre, etc., etc. Et puis tout à coup, ça s'arrête. Bon, je dois préciser que je me suis arrêté de bon cœur, d'abord parce que mon fils m'avait rejoint en 2000, donc on a travaillé ensemble pendant 11 ans, et on a partagé les cours d'assises, on a partagé des dossiers d'assises ensemble, ce qui a été un grand bonheur pour moi. Et puis qu'il n'avait plus besoin de moi au bout de 11 ans, que je voulais prendre ma retraite avant d'être trop décrépit. Donc j'en ai profité en 2011 pour tout arrêter. Alors c'est amusant parce que je suis parti, je pense, le 30 novembre 2011. Je crois que dans la semaine qui a suivi, j'ai pris la plume. Sans avoir réfléchi avant, j'ai pris la plume. Il devait y avoir, je dis souvent, un effet de cocotte-minute, si vous voulez, de pression intérieure qui fait qu'il fallait retirer la petite goupille pour que ça sorte. Et alors de cette prise de plume sort ça. Ce premier livre, on m'avait dit, il faut trouver, quand on fait un livre, faut une belle couverture, et puis il faut trouver un titre qui accroche. Alors, je me souviens plus comment ça m'est venu, les criminels vont-ils tous en enfer? Si l'idée du titre, en fait, c'est que j'avais dans ma vie défendu des gens, hommes ou femmes, qui étaient passés devant une cour d'assises, qui avaient été condamnés avec parfois une modération absolue. Je pense à des peines à 2 ans sursis, par exemple, parce que les circonstances étaient tellement exceptionnelles que ça méritait une reconnaissance de culpabilité, mais une peine de pur principe. Et je me disais, ces gens repartent de là, malgré tout, avec l'étiquette criminelle. Et ça me chagrinait un peu, j'ai quelques exemples que j'évoque dans ce livre, ça me chagrinait un peu, pour certains, qu'on puisse les qualifier de criminels. Alors c'est comme ça que c'est venu, les criminels vont-ils tous en enfer? Ben non, je pense que dans tous ceux qui ont l'étiquette criminelle sur la tête, du seul fait qu'ils ont été reconnus coupables un jour par une cour d'assises, il y en a qui ne mériteraient pas d'être qualifiés criminels. Alors, vous avez là-dedans, j'ai sélectionné sur les 120 dossiers que j'ai plaidés, 26 dossiers, qui sont les plus représentatifs, les plus médiatiques. En Touraine, alors vous n'êtes pas tourangeau, mais peut-être entendu parler, on a eu les dossiers phares que j'ai eu. J'ai eu celui dont je vous parlerai, dont j'en ai fait un livre tout à l'heure, dans un instant ici, qui est un enlèvement d'enfants suivi de mort. Donc ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, on ne peut pas rêver plus difficile. Ensuite, on a eu un très beau dossier, par exemple, dans un ordre tout à fait différent, d'attaque de fourgons de transport de fonds, en plein centre-ville à Tours, où il y a eu des transporteurs de fonds qui ont été fusillés à bout portant par de grands banditismes, un jour à 2 heures de l'après-midi, donc ça a été aussi important, des dossiers auxquels j'ai participé. Ensuite, on a eu un très beau dossier qui a fait un certain nombre d'émissions de télévision, qu'on a appelé la dépeceuse de Chambray-les-Tours. Chambray-les-Tours, c'est à côté de Tours, c'est la banlieue. Et la dépeceuse, c'est une femme qui avait tué une de ses amies, d'une manière tout à fait particulière, en lui faisant boire un peu un soporifique et en la mettant ensuite dans une baignoire dans l'eau chaude et en la vidant de son sang. Bon. Et c'était pas fini, puisqu'ensuite il s'agissait de se débarrasser du corps, donc de couper le corps en morceaux, et on a retrouvé des morceaux dans les sacs poubelles aux 4 coins de la ville. Voilà, la dépeceuse de Chambray-les-Tours. J'ai fait des émissions il n'y a encore pas si longtemps, l'année dernière, chez Pradel, à l'heure du crime. Ça fait trembler tout le monde, évidemment. Bon. Et puis le dernier en date, qui a aussi fait pas mal de bruit, puisque c'était ce qu'on appelle d'un mot anglais un mass killer, un tueur de masse.
du Rafour qui est descendu en 2000 en centre-ville à Tours et qui au hasard a tué et a tiré dans ce qu'on peut appeler communément un coup de folie, mais juridiquement c'est peut-être plus compliqué que ça, et qui a quand même tué 4 personnes au hasard, blessé 7 autres, etc. et dont j'étais l'avocat. Alors, évidemment tout ça c'est dans ce livre. Je me suis dit, il faut faire un effort. On n'est pas juriste pour rien, on a fait des études de droit quand même, on a un sens de la structure. Il faut faire un effort de présentation, on ne va pas les mettre bêtement à la queue leu par ordre chronologique. Donc j'ai essayé de faire une classification criminologique. C'est un peu prétentieux, mais j'ai dégagé 9 catégories particulières, depuis le moins grave, le plus récupérable, jusqu'au plus grave, à celui qui pose des problèmes psychiatriques. Est-ce qu'il y a des cas vraiment irrécupérables ou pas, etc., etc. Bon. Et j'ai trouvé à chaque fois 3 de mes dossiers qui collaient dans chacune des 9 catégories. Donc, alors, si vous avez 9 chapitres. Vous avez à chaque fois l'exposé de 3 des dossiers, qui est à peu près sur une dizaine de pages, grosso modo. Et puis une conclusion du chapitre, réflexion, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, réflexion générale ou quelque chose comme ça, où j'évoque, je donne mon avis sur des grands sujets, l'expertise, on en parlait tout à l'heure, l'expertise psychiatrique, psychologique, ce qu'on peut en dire, comment on pourrait améliorer ça, la détention provisoire en France, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, etc., etc. La solitude de l'avocat aussi, bon, des tas de choses. Donc voilà. Alors, et puis je me suis adressé à quelqu'un avec qui j'ai partagé la barre à plusieurs reprises pendant ma vie professionnelle, qui est quand même, je pense, un des grands avocats de ce siècle, qui s'appelle Henri Leclerc. Hein, et Henri Leclerc, auquel j'avais fait appel pour m'épauler dans l'affaire du tueur de Tours, qui est donc venu en 2005 plaider avec moi, et puis on avait plaidé plusieurs fois ensemble, m'a fait très gentiment une préface. Alors quand je lui ai demandé, il m'a dit, écoute, tu m'envoies d'abord ton manuscrit, avant d'accepter. Je me suis dit, bon, s'il me dit qu'il n'a pas le temps, j'aurais compris que ça ne l'intéresse pas. Puis non, il m'a fait une très belle préface, en 5 ou 6 pages, sur ce qu'il pense du rôle de l'avocat. C'est un homme assez extraordinaire. Donc voilà, ça c'est le premier ouvrage. Et puis après, le virus de l'écriture commençait à me gagner, donc je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Et j'ai ressenti une chose en écrivant des souvenirs comme ça, c'est que c'est moi qui écris, c'est moi qui parle, si j'ose dire, dans ce livre, parce que je raconte des souvenirs, et j'évoque des dossiers, et j'évoque des gens dans les dossiers, j'évoque des juges, j'évoque des avocats. Alors j'ai pris le parti, effectivement, de mettre les noms de ceux dont je disais du bien, et de ne pas mettre les noms de ceux dont je disais du mal. Bon. Comme je cite l'affaire, ils pourront s'y retrouver. Et même, parfois, quand même, parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout si un jour je serais édité, mais on se dit, bon, si on commence à écrire, on a forcément derrière envie de partager avec les gens, donc d'être édité. Et j'ai ressenti la difficulté de dire le fond de ma pensée à l'égard de certaines personnes. Je pense à un confrère, par exemple, je ne le citerai pas, mais sur lequel je porte un jugement dans son comportement professionnel qui est très dur. Et quand j'étais sur le point d'écrire ça, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin quand même. J'ai essayé de faire un petit peu attention, je dis, c'est un peu difficile. Alors, la solution, elle était simple, c'était de passer au roman. Parce que le roman, suprême hypocrisie, c'est les personnages qui parlent. Donc ils peuvent parler avec une liberté beaucoup plus grande que quand c'est l'auteur qui parle d'une manière directe. Alors, ça, c'est le premier roman. La chute d'Adrien, bon, la couverture évoque des barreaux de prison, bien évidemment. Pourquoi des barreaux de prison? Je crois que très rapidement, j'ai eu envie de parler du monde carcéral. Parce que j'ai, par définition, fréquenté ce monde pendant 40 ans. J'ai essayé de faire à la louche le compte des heures que j'ai pu passer entre 4 murs, si j'ose dire, d'une prison. Ça fait à peu près 9 mois sur 40 ans. C'est quand même pas négligeable. Alors évidemment, côté parloir, hein. Évidemment. Bon.
Mais c'est pas négligeable et c'est un monde qui m'a toujours fasciné, auquel je me suis jamais vraiment habitué. Alors j'ai un peu traîné, bon, la prison de Tours je la connais par cœur, la prison de Blois je la connais par cœur, Orléans aussi, le quartier des femmes aussi, mais j'ai rayonné d'une manière beaucoup plus large, on le verra tout à l'heure, même outre-mer. Je suis jamais rentré dans une prison sans avoir un pincement au cœur. Et j'ai le souvenir d'un garçon dont je parle dans ce premier livre, qui a pris, à 22 ans, qui a pris perpétuité, si vous voulez. Bon, il y avait tout, et c'était pas pour rien, bien sûr, on est d'accord, mais c'était quand même, bon, c'était à l'époque de la peine de mort, donc on n'était pas, c'était l'époque où on n'était pas trop mécontent d'avoir perpétuité. Bon. Et ce garçon, qui par ailleurs était fort sympathique, bon, c'était une agression bancaire, et la caissière avait été tuée par lui. Mais vous l'auriez croisé dans la rue, ou rencontré dans un autre cadre, il avait femme et enfants et était tout à fait sympathique. Et quand je le quittais le samedi midi et qu'il me souhaitait bon week-end avec beaucoup de gentillesse, ça me serrait toujours le cœur parce que je me disais oui, moi je vais passer mon week-end et lui il sera sorti dans je ne sais combien. Alors après j'ai su en fait. Il est sorti au bout de 15 ans et il est venu me voir. Mais bon. Donc voilà, j'avais envie de parler du monde carcéral et ce roman a pour personnage principal un avocat pénaliste que je situe à Bordeaux pour pas le situer à Tours. Puis c'est pas moi, c'est un avocat pénaliste mais qui a une quarantaine d'années, qui fonctionne bien, qui travaille bien, qui a bonne réputation et qui va vivre d'abord un certain nombre d'épisodes judiciaires que j'ai vécu. Là, les faits, les procès qu'il va vivre là-dedans, je les ai vécus, c'est des choses que je connais bien. Mais il va lui arriver une chose que moi, je n'ai pas vécue, et fort heureusement, c'est qu'il va faire des bêtises sur le plan déontologique et qu'il va être incarcéré. Je n'invente pas grand-chose puisque nous avons connu à Orléans, il y a une vingtaine d'années, une affaire dont je me suis inspiré, où une avocate parisienne est partie dans les geôles pour avoir, ou pour s'être fait piéger au téléphone, très dangereux le téléphone pour un avocat pénaliste, il faut faire attention à ce qu'on dit, s'être fait piéger au téléphone et donner des éléments, donner des renseignements qu'elle n'avait pas à donner parce qu'ils étaient couverts par le secret. Et ça avait beaucoup ému il y a 20 ans la profession parce qu'elle est partie en détention provisoire. Donc je me suis inspiré de ça et Adrien lui arrive la même chose. Il se fait piéger au téléphone et il part en détention provisoire. Alors l'intérêt, me semble-t-il, c'est d'abord une plongée dans le monde carcéral, voir un peu comment ça se passe. Je le connais bien pour l'avoir fréquenté, comme je vous disais, mais aussi je le connais bien côté personnel de l'administration pénitentiaire. Quand on va régulièrement, j'étais certainement à Tours celui qui allait le plus souvent, le plus régulièrement voir ses clients à la maison d'arrêt, on a des relations amicales avec les surveillants, on a des relations amicales avec le directeur, on est choisi comme avocat par le surveillant qui divorce, par le directeur qui divorce, il y a un certain nombre de procès comme ça, par le surveillant qui a des problèmes avec son administration parce qu'il a fait des bêtises. Bon, donc j'étais assez immergé dans le monde de l'administration pénitentiaire. Et donc c'est une plongée. Il y a une chose, je ne sais plus à qui j'en parlais récemment, la prison je la connais bien, il n'y a qu'une chose que je ne connais pas de la prison. Et pour cause, c'est la nuit. Et je crois que la nuit en prison, c'est assez extraordinaire. Tout se libère, tous les fantasmes arrivent, toutes les peurs, etc., etc. Donc j'ai essayé de faire revivre, par tout ce que j'avais pu connaître ou entendre, mais pas vécu personnellement, ce qu'était la vie en prison. Et puis la vie en prison pour un avocat pénaliste. C'est quand même pas forcément simple de se retrouver dans la prison qu'on fréquente du bon côté de la barrière et tout à coup d'être du mauvais côté de la barrière. Et puis aussi comment on peut s'en sortir. Une fois qu'on est libéré, est-ce qu'on peut reprendre sa vie? Bon, je dis pas plus, pas dévoiler tout ça. J'ai terminé, alors je signale juste une chose, mais ça c'est pour mettre l'eau à la bouche, j'ai terminé cet hiver la suite.
Bon, mais on va déjà rester sur le premier. Alors, ensuite je continue. Je continue sur le roman, mais j'arrive pas encore à me détacher de mes dossiers, si j'ose dire. Et j'ai un dossier que j'évoquais très rapidement il y a un instant, qui m'a marqué monstrueusement. On est en 1975, j'ai commencé mon activité professionnelle en début 73. Je suis vraiment un gamin en tant qu'avocat. Et je suis commis d'office à l'époque pour un individu qui est soupçonné d'avoir enlevé une petite fille de 2 ans et demi, dont on ne sait pas où elle est à ce moment-là, dans un supermarché à Tours. Ça s'appellera l'affaire Revelli, du nom des parents de cette petite fille. Ça fera, à l'époque, alors c'est loin pour beaucoup d'entre vous, mais ça fera beaucoup de bruit en France parce qu'on n'était pas encore, et heureusement, habitué ou blasé avec les enlèvements d'enfants ou de jeunes femmes, etc. On va en parler dans la France entière parce que le père travaillant à l'EDF prend le relais pour chercher cette petite fille dont on ne sait pas si elle est vivante, si elle est morte. Et il y aura sur tous les commerces de France des petites affiches avec le portrait de Cécile. Après, on a connu ça dans d'autres affaires, mais c'était une des premières, donc beaucoup d'émotions. Bon, je ne suis pas complètement idiot, je me rends compte rapidement que c'est lourd pour un avocat qui a 2 ans de métier, d'autant plus qu'en 1975, la peine de mort est là, que Badinter est en pleine bagarre, affaire Patrick Henry et autres. Donc et puis qu'un enlèvement d'enfant suivi de mort, c'est effectivement ce qui risque d'amener à la peine capitale. Donc je fais assez rapidement appel à un de mes amis, ami d'une génération bien au-dessus de moi, un peu mon père spirituel, et qui va m'épauler. On va travailler à 2 là-dedans. Alors voilà, bon, je vous raconte pas le dossier, parce que le dossier, il est raconté là, si vous voulez. La conscience de Joseph Bourganeuf, pourquoi? Alors c'est un roman, ça s'intitule roman parce que j'ai inventé un personnage qui s'appelle Joseph Bourganeuf, et lui n'a jamais existé. Tout le reste a existé. C'est-à-dire, je démarre ce livre au fait, à l'enlèvement dans ce supermarché, et je le termine au verdict. Avec cette particularité qui m'avait été demandée par un éditeur à l'époque de donner la parole, d'avancer dans l'histoire en donnant la parole à tous les acteurs du procès. Les avocats, les magistrats, les journalistes, les jurés, tout le monde participe à l'avancée des choses. C'est un livre qui traite aussi du doute. Le doute, c'est quelque chose de capital dans la vie de l'avocat pénaliste. Et j'essaye de montrer qu'entre un avocat de la défense, un avocat de la partie civile, un juge d'instruction, un enquêteur, un procureur, on n'a pas la même notion du doute. Et en tout cas, on n'a pas la même durée du doute. On s'aperçoit au travers de ce dossier, parce que j'ai eu un client particulièrement difficile. En 2 mots, 50 ans, vieux garçon vivant avec sa mère, un peu alcoolique et traînant un peu à la sortie des écoles avec des bonbons dans les poches. Voilà, vous avez tout compris. Une petite condamnation banale et pas méchante, pour exhibitionnisme quand même, bon, mais jamais fait de mal à une mouche. Méconnu des services de police quand même, un peu pour ça, on a un casier judiciaire. Donc une enfant disparaît, on est un peu dans le secteur, pas tout à fait dans son secteur, mais pas très très loin, ça fait partie de l'enquête de routine, et puis tous les gars qui peuvent être un petit peu suspects de ce genre de choses sont entendus, et il va faire aucune espèce de difficulté pour reconnaître. Mais chose très curieuse, la police ne le prend pas au sérieux. Et au revoir monsieur. Bon, alors il rentre chez lui, on ne prévient pas le juge d'instruction, on préviendra le juge d'instruction 15 jours, 3 semaines plus tard quand il va recevoir le PV d'audition. Et cette femme qui est décédée aujourd'hui, que j'aimais beaucoup, qui était jeune magistrat comme j'étais jeune avocat, fait un bond comme ça, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi vous remettez ce gars, il reconnaît des faits, ramenez-moi-le. Et puis voilà, bon, et ça redémarre. Mais on a un client extrêmement difficile parce que, oui, je reconnais,
mais je reconnais ci, je reconnais pas ça. Et puis le lendemain, bah non, là, hier, je me suis trompé, c'est autre chose. Bon, insaisissable. Certains experts psychiatres vont dire tout à fait affabulateur, tout à fait capable de s'accuser pour avoir la première page du journal. Bon, donc, à prendre avec des pincettes. Et il se trouve, je le raconte dans le livre, que arrive 77, donc j'étais pas beaucoup plus vieux, le procès à l'horizon, et 15 jours avant le procès, je vais le voir à la prison, et je lui dis, écoutez, c'est bien joli, mais dans 15 jours, on est devant la cour d'assises, qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, l'avocat, ça prépare quand même un peu sa plaidoirie, ça réfléchit, ça construit un petit peu, donc faut qu'on ait des bases, faut qu'on ait une direction, voilà. Vous ne pouvez pas avoir le changement de dernière minute. Et là, il me regarde et il me dit, mais moi, de toute façon, j'ai tout inventé, j'ai rien fait. Là. Voilà. Pas simple. Alors, là, on arrive dans une autre défense. Je fais une petite parenthèse sur le rôle de l'avocat. Il faut quand même bien se mettre dans la tête que 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, dans les procès d'assises, les faits sont reconnus. Donc, on n'a pas d'état d'âme sur la culpabilité. Les faits sont reconnus. Que fait l'avocat de la défense? Ben, il a affaire à quelqu'un qui a commis un crime, il doit participer à la bonne connaissance des juges et des jurés sur la personnalité de l'individu, sur peut-être l'explication d'un geste. Il peut y avoir des explications qui ne sont pas pour autant des excuses, mais au moins des explications qu'on essaye de comprendre, de connaître l'intéressé et de le comprendre avant de juger. Voilà. On peut appeler aussi les circonstances atténuantes pour essayer de guider la justice vers une peine qui soit bien équilibrée, juste, ni trop ni trop peu. Donc le dossier, à l'inverse, où on a un débat sur le principe de la culpabilité, il est peu fréquent, c'est peut-être une fois sur 10, voire moins. Mais alors, là, il prend toute l'ampleur. Il prend toute l'ampleur. Et quand arrive un dossier comme celui-là, à l'époque où on se situait, on pouvait parfaitement envisager la peine de mort. Hein, parce que, alors oui, j'ai oublié de dire que quand même, 8 mois après les faits, après l'enlèvement, on retrouve le cadavre de la petite fille dans l'Indre, qui est une rivière du département. Bon. Donc, on est au moins les malheureux parents qui ont passé 8 mois, n'osent même pas imaginer, sont au moins fixés sur le sort de cette petite fille. Donc on va à un procès en se disant, et alors nous par définition, on est obligé de plaider la non-culpabilité. Mais ça porte un nom, le nom c'est l'acquittement, mais il y a des situations où l'acquittement on n'aime pas prononcer le mot, on n'ose pas prononcer le mot, notamment devant les parents, dans les parties civiles, c'est pas facile, c'est tellement douloureux. Et je disais hier, vous ne pouvez pas imaginer, c'est pour ça que ce dossier m'a terriblement marqué. Moi, j'ai des souvenirs encore aujourd'hui du regard du public sur moi, qui rentre dans la salle d'audience, qui va m'asseoir devant cet accusé ignoble, enfin, qui révulse tout le monde, bien évidemment, et moi, je vais oser le défendre. Donc, il y a souvent, de la part des gens, une espèce de transfert. L'avocat est pratiquement aussi odieux que son client, quoi. Donc ça m'a effectivement beaucoup marqué. Donc on prend le parti parce qu'on n'a pas le choix à ce moment-là, d'autant plus que 15 jours avant, je vais le voir, il me dit ça, et moi je reviens chez moi, je plonge immédiatement dans mon dossier, et il faut savoir une chose, que vous savez sans doute, c'est que un accusé n'a jamais à faire la preuve de son innocence. Bon, parce qu'il ne pourrait pas, 9 fois sur 10, il ne peut pas une preuve négative, prouver qu'on n'est pas coupable, et quelque chose d'impossible à faire, sauf à pouvoir avoir une preuve matérielle qu'on était à Marseille le jour où il y a un assassinat à Lille, bon, évidemment, mais c'est difficile d'avoir ça. Donc il y a un principe dans la loi qui est clair, d'où la présomption d'innocence, on part du principe de la présomption d'innocence, et c'est à l'accusation, épaulée le cas échéant par la partie civile, à faire la preuve de la culpabilité de l'intéressé si on veut le condamner. Bon. Donc quel est le rôle de l'avocat? Moi, à ce moment-là, j'ai plus à me poser des questions morales, éthiques ou autres. Je suis technicien, je suis en face d'un dossier qui m'est présenté par l'accusation, avec un certain nombre d'éléments dont on me dit qu'ils démontrent la culpabilité de mon client. Mon rôle, ma plaidoirie, c'est de les prendre un par un et de voir s'ils tiennent la route. Bon, j'ai par exemple, je vous donne juste un exemple,
mais cette petite fille avec une description vestimentaire particulière, un petit ciré rouge, etc. Quand il est entendu, mon client donne la description vestimentaire. A priori, c'est gênant. Sauf que si vous regardez de très près, elle est déjà passée dans le journal. La description vestimentaire au moment où il fait cette déclaration. Donc, il a des moyens de la connaître en dehors. Voilà. Alors, on prend tous les éléments, il y en a plein d'autres comme ça, et on dit, bon, parce que il y a toujours cette manière de faire d'un certain nombre de procureurs, de dire, mais regardez, il y a 10 éléments. Mais si c'est 10 éléments douteux, ça ne fait pas forcément une certitude. Vous comprenez? Nous, on a cette tendance de dire, prenons-les un par un. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, parce qu'il ne faut pas que vous sachiez ce qui s'est passé ensuite, mais alors donc, j'invente ce personnage de Joseph Bourganeuf, qui va apporter un petit peu de fantaisie, si j'ose dire. Il revient comme un fil conducteur au fur et à mesure du livre. Et pourquoi la conscience? Parce que c'est un témoin de l'enlèvement. En fait, cette petite fille dans un supermarché à Tours avec ses parents, qui l'ont perdu de vue 15 secondes, et hop, disparu. Et nous, on n'avait pas de témoin dans le dossier. Pas du tout de témoin. Mais là, je crée un témoin de toute pièce qui est au bistrot d'à côté et qui voit un type partir avec une petite fille. Bon. Et comme ce Bourganeuf est un pilier de bistrot qui a eu maille à partir avec la justice dans sa jeunesse, qui n'aime pas les flics, qui n'aime pas les juges, ça le chatouille d'aller aider la justice dans son enquête. Alors il va hésiter tout le temps, de voir s'il va aller, donc c'est pour ça qu'il y a la conscience de Joseph Bourganeuf, j'y vais pas, etc. Voilà, bon, donc ça j'en dis pas plus. Ensuite, je m'éloigne un peu, alors je m'éloigne d'abord de notre époque, et je m'éloigne un peu du monde judiciaire. J'ai eu l'occasion d'aller, en 1990, à 3 reprises, plaider en Guyane, plaider à Cayenne. Je ne saurais pas le dire, ça va vous faire sauter, mais c'était du trafic de stupéfiants. Bon, c'est comme ça, on ne choisit pas ses clients. J'ai toujours dit d'ailleurs à ce sujet que moi, j'ai jamais voulu être catalogué. Il y a des confrères pénalistes qui disent « moi je ne plaiderai jamais pour une victime » ou « moi je ne plaiderai jamais pour un auteur, je suis l'avocat des victimes ». Moi, je suis pour les gens qui me choisissent. J'ai été statistiquement 1 fois sur 5 pour une victime. J'avais sans doute, je sais pas, c'est le hasard des choix, plus le tempérament d'être en défense, mais ça m'a été extrêmement utile, extrêmement précieux de vivre aux côtés d'une victime. Alors des victimes, ça peut être de beaucoup de nature. J'étais l'avocat de la victime de ce garçon dont la mère avait été coupée en morceaux après avoir été vidée de son sang dans la baignoire. Donc j'ai pu voir de près ce que pouvait ressentir et comment pouvait vivre une instruction et un procès une victime comme ça. J'étais l'avocat de victime. Donc ça m'a été précieux et ça m'a aidé dans la défense pour essayer de comprendre l'état d'esprit d'une victime et d'arriver, ce qui est un exploit de funambule, d'arriver à assurer convenablement bien une défense en essayant de ne pas trop choquer une victime. C'est pas simple, c'est pas forcément facile comme exercice. Bon, j'ai essayé. Donc, je vais plaider alors oui, je disais que je n'avais pas été catalogué parce que j'étais l'avocat de trafiquants de stupéfiants, mais j'étais aussi l'avocat de l'armée de terre et je suis allé pour l'armée de terre, j'en parlerai à propos de ce livre-là, plaider en Nouvelle-Calédonie, donc tout était bon, il n'y a pas de difficulté. Mais en Guyane, c'est vrai, la Guyane c'est quand même un pays, ça vient de Manaus au Brésil, ça rentre en Guyane et ensuite ça arrive en France à droite à gauche. Bon, donc j'avais été choisi parce qu'il y avait une affaire qui concernait la ville de Tours et la drogue était partie de Cayenne, donc je suis choisi et je vais effectivement là-bas. Et je découvre là-bas un monde qui m'était inconnu. Enfin, je savais que ça avait existé, mais pas plus, qui est le bagne. Le bagne qui va exister pendant 90 ans à peu près. Et j'en profite, j'ai fait 3 voyages là-bas
pour aller visiter tous ces restes du bagne, que ce soit à Cayenne, il n'y a pas grand-chose, mais surtout à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça, c'est une photo que j'ai prise en 90 de la porte d'entrée du camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni. Les îles du Salut, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a eu quand même notamment un pensionnaire, des pensionnaires célèbres, mais le plus célèbre a été le capitaine Dreyfus, qui a passé quand même 4 ans et demi à l'île du Diable, qui faisait 14 hectares, et alors qu'il était, on l'a reconnu, totalement innocent. Et puis, bon, il y a eu... Bon. Donc je m'intéresse, alors je visite, j'achète des bouquins sur place, sur l'histoire, des bouquins historiques sur le bagne, je lis, je me passionne, j'apprends plein de choses, etc. Puis je rentre, puis je reprends le cours de ma vie professionnelle, on n'est qu'en 90. Et en 2000, je ne sais plus quand je l'ai écrit, en 2015 ou 16, en général, voilà, 15, entre 15 et 17, je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire sur le bagne. Il y a Papillon. Mais Papillon, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. En plus, Henri Charrière est un coquin parce que il s'est prêté des choses qu'il n'a pas faites, qu'il a piqué à d'autres. Bon, mais il a fait un livre à succès, et grand bien lui est fait, c'est parfait. Mais il y a beaucoup de choses à dire, me semble-t-il, plus sérieuses sur le bagne. Alors, toujours dans l'idée du roman, ben je pars sur un roman, je le situe en 1910, et je me dis, je vais faire revivre cette période-là, sur un fond historique sérieux. Alors, c'est un roman, il y a un personnage, il y a une petite amie, il y a des aventures, il y a un garçon qui se laisse embarquer à Paris au début par des gens dont il pense qu'ils sont honnêtes et qu'ils ne le sont pas, qui va se trouver mêlé sans l'être dans une affaire criminelle et qui va se trouver condamné à 20 ans de travaux forcés et qui part au bagne. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première partie du livre. Puis la deuxième partie du livre, c'est une espèce de course-poursuite entre son père, qui est à Paris, et qui va remuer ciel et terre pour établir son innocence, et puis lui, qui ne va pas remuer ciel et terre, qui va essayer de s'accrocher pour ne pas mourir dans les geôles monstrueuses de Saint-Laurent-du-Maroni d'abord, des îles du Salut et notamment de Saint-Joseph, qui étaient ce qu'on appelait les cellules. Je ne sais pas si vous avez vu le film Papillon, parce que le film est très remarquable, et vraiment très très fidèle à la réalité. Et quand on voit Steve McQueen incarcéré dans ce qui étaient les cellules de punition de Saint-Joseph, où il passe plusieurs mois, où il ressort en étant quasiment aveugle, avec les dents qui tombent, le scorbut et tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a aucune lumière, des mois et des mois, c'est la réalité. C'est vraiment comme ça que c'était. Donc voilà, je fais ce roman, ce qui me vaut maintenant de faire des conférences sur le bagne. J'ai préparé aussi un PowerPoint avec des conférences sur l'histoire du bagne, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens ont un vague souvenir qu'il y avait un bagne en Guyane. Papillon, je vous dis, c'est il y a 50 ans, il n'y a pas grand-chose depuis, ni dans la littérature, ni dans le cinéma. Et Seznec. Oui, alors il y a Seznec, je vais vous en parler de Seznec, parce que là j'ai des anecdotes amusantes. Et à l'occasion d'ailleurs d'un salon du livre, ça va m'amener à Seznec, je fais connaissance et je lis amitié avec un garçon dans mes âges qui s'appelle Michel Pierre, qui est un agrégé d'histoire lyonnais, et qui est le grand spécialiste des bagnes en France. Il a écrit toutes les bibles sur les bagnes de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, et qui est un type tout à fait remarquable. Et remarquable, alors je lui fais lire mon roman d'abord, je lui dis écoute, dis-moi si, le roman lui c'est pas un romancier, c'est un historien, mais jette un œil d'historien, est-ce que je dis des bêtises sur le plan historique? Alors il m'a trouvé une faute quand même, il y a eu successivement dans l'histoire du bagne 2 bateaux-cages, ce qu'on appelait des bateaux-cages qui emmenaient depuis l'île de Ré jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni dans des cages, sans ce propre du mot, les détenus régulièrement plusieurs fois par an. Et il me dit, celui que tu as pris, que tu as cité, non, il pouvait pas accoster au quai de Saint-Laurent-du-Maroni, il s'est arrêté 200 mètres en avant parce qu'il avait un tirant d'eau, etc.
Bon, je lui dis, écoute, si tu m'as trouvé que ça, comme anomalie historique, je laisse tomber, c'est pas méchant. Pour le reste, c'était correct. Bon. Et alors, pour en revenir à Seznec, à cette occasion-là, Michel Pierre me dit, effectivement, on arrive à parler de Seznec, et il me dit, tu sais, je fais partie des 5% de Français qui sont intimement persuadés de la culpabilité de Seznec. Alors, bon, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, j'organise, ça s'est passé en octobre l'année dernière, j'organise de temps en temps un cycle de conférences en Touraine, dans un château, et je fais une journée de conférence sur le bail. Et je me dis, tiens, c'est quand même un truc à essayer. Je vais inviter le petit-fils Seznec, qui se bat depuis toute sa vie pour démontrer l'innocence de son grand-père et qui se bat à la suite de sa mère qui s'est battue avant lui, de la femme qui s'est battue avant lui, etc. etc. Bon. Donc je prends contact. Alors, Michel Pierre me dit, écoute, tu peux toujours l'inviter, parce que je lui demande sa permission. Ils sont tout à fait opposés. Hein. Il dit, tu peux toujours l'inviter, il ne viendra pas. À chaque fois que je suis invité sur un plateau de télévision, il ne vient pas, il refuse de me voir, etc., etc. Aux surprises, il accepte. Donc j'ai organisé au mois d'octobre une conférence. Alors il y a eu le matin une conférence, j'en parlais sur les bagnes d'enfants, ce qu'on appelle les bagnes d'enfants. Moi je fais une conférence en début d'après-midi sur l'histoire du bagne de Guyane. Et puis à milieu d'après-midi, on a la conférence Seznec. Alors j'avais intitulé ça Seznec, justice ou opinion publique, point d'interrogation. Et ça, je garderai longtemps le souvenir parce qu'il y avait une grande table à la tribune, j'étais au milieu, j'avais à ma droite Michel Pierre, à ma gauche Denis Seznec. Ça a été très chaud, j'étais pas du tout sûr qu'il terminerait soit sans se battre, soit sans fiche le camp pour l'un ou l'autre. Ça s'est terminé convenablement. Et l'idée de Seznec est intéressante finalement. Moi, je n'ai pas d'idée particulière, si vous voulez. Pour préparer ça, j'ai regardé un peu, j'ai lu quand même le dernier, parce que ça fait 6 ou 7 ou 8 fois que la Cour de cassation rejette les demandes de révision du procès, même si, évidemment, Guillaume Seznec est mort depuis bien longtemps, il a été relâché, puis il est mort, il est renversé par un camion, le pauvre. Donc j'ai lu les 40 pages de dernier arrêt de 2006, où j'ai constaté que c'était effectivement très motivé. C'est pas traité par-dessus la jambe, il y a des tas d'éléments qui sont quand même extrêmement accusatoires, mais cela dit, j'en sais pas plus. Mais ce qui est intéressant, et c'était un peu le but de cette conférence, c'est de dire que finalement, Seznec, le petit-fils, il a perdu sur le plan judiciaire, c'est sûr. Son grand-père a été condamné par la cour d'assises de Morlaix, point. Et la justice a jamais voulu revenir dessus. Mais sur le plan de l'opinion publique, s'il y avait demain un référendum, il y a 80% des gens qui sont persuadés de son innocence. À telle enseigne que moi, j'ai dans ma bibliothèque des livres sur le bagne, et il y a des livres, je dirais pas historiques et touristiques un petit peu, entre les deux. Bon. Et vous avez un chapitre qui s'intitule « Seznec l'innocent ». Pas point d'interrogation, hein, Seznec l'innocent. Le chapitre suivant, c'est Dreyfus. On met même pas l'innocent là, mais c'est Dreyfus. Mais Seznec l'innocent, c'est-à-dire qu'il a gagné, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, vous n'avez pas eu satisfaction sur le plan de toutes vos démarches judiciaires, mais au niveau de l'opinion publique, vous avez gagné. Alors, je ne sais pas si ça le satisfait, ça c'est pas sûr. Vous n'avez pas l'impression qu'au niveau des bagnes, l'opinion publique avait un sentiment qu'on envoyait facilement au bagne, quoi. Bien sûr. Ben, vous savez, il y avait eu plusieurs formules. Il y a un directeur du bagne de Nouvelle-Calédonie avait dit, tiens, la France a ouvert les robinets d'eau sale. C'est assez parlant quand même. Hein. Bon, et puis on avait dit, on s'est débarrassé de son mauvais monde. C'était l'expression de l'époque. Le bagne, c'est Napoléon III qui est à l'origine du bagne. Et quand on lui a dit, mais ça va être difficile là-bas quand même, regrouper tous ces monstres, tous ces criminels, etc. Et il avait eu la formule, on les fera garder par plus bandits qu'eux. Ce qui s'est produit, parce que moi qui ai beaucoup, et je le dis dans ce livre-là notamment, beaucoup d'admiration pour l'administration pénitentiaire. Je suis pas un fanatique de l'administration en général, mais je suis très admiratif de l'administration pénitentiaire parce que je les ai vus de près, parce que s'il y a de temps en temps, comme partout, un abruti,
il y a quand même, j'ai beaucoup d'exemples d'actes de dévouement, d'actes d'humanité, de préoccupation intelligente de ces surveillants. Ils me font avoir une très bonne opinion, c'est vrai. Mais alors l'époque en Guyane, ils ont envoyé la Ligue de l'Humanité, hein, franchement. Bon, donc ça a été très dur, ça a été très dur. Donc voilà pour ce livre-là. Donc je vous dis, je m'étais quand même un peu éloigné de mes procès d'aujourd'hui. Et puis, j'ai voulu revenir, alors ça c'est autre chose, sorti l'année dernière, un petit éditeur parisien, J'ai peur de m'ennuyer au paradis. Alors là, on quitte le roman et on revient dans le souvenir personnel. Pourquoi j'ai peur de m'ennuyer au paradis ? Je le raconte en avant-propos, parce que c'est un titre un peu particulier, un peu original, qui peut étonner. J'ai un très bon ami que vous connaissez certainement tous, c'est l'humoriste Philippe Chevalier, Chevalier Las Palès. Bon. Et je reprends contact il y a 3 ans, quelque chose comme ça, avec un de ses frères que je n'avais pas vu depuis 50 ans, que j'aimais beaucoup, qui malheureusement est décédé depuis, était en fin de vie, mais et il me dit, j'ai bien aimé le titre de ton premier livre, Les criminels ont-ils tous en enfer, si tu en écris un autre, appelle-le, j'ai peur de m'ennuyer au paradis. Moi, je dis, écoute, moi je trouve ce titre génial, bon, donc je le prends. Puis une fois que j'ai le titre, qu'est-ce que je mets dedans ? Parce qu'en général, on peut avoir, il y a des fois où le titre vient très vite. Pendant l'écriture, il y a une idée de titre qui arrive. Bon, très bien. Puis des fois, celui-là, le bagne, j'avais terminé, je vais voir mon éditeur, je dis, je sais pas comment l'appeler. Je sais pas comment l'appeler. C'est lui qui a trouvé le titre. Bon. Et là, j'ai un titre que j'aime beaucoup et je sais pas quoi mettre dedans. Alors je réfléchis. Si j'ai peur de m'ennuyer au paradis, j'ai peur de m'ennuyer au paradis. Il y a peut-être un truc pour pas s'ennuyer au paradis. C'est d'y emmener un maximum de souvenirs. Comme ça, on dit toujours, il faut avoir des souvenirs pour quand on sera vieux, et puis quand on sera mort, ça sera encore mieux d'avoir des souvenirs. Donc, je me dis, je vais raconter le côté, j'ai raconté ici le côté purement professionnel de mon existence, je vais essayer de raconter le côté exotique de mon existence. Alors, je fais 4 chapitres. Je fais un premier chapitre parce qu'il se trouve, alors là c'est ma vie privée, mais bon, je ne dévoile pas de choses extraordinaires, qu'à 18 ans, je pars avec un ami en autostop sur le pont de Saint-Cloud à Paris, direction la Mauritanie, et je fais comme ça 15 jours de voyage en autostop à coucher dans les fossés, dans les champs, etc., etc. Bon. Et j'avais tenu un petit journal, donc ça me permet de raconter un petit peu tout ce qu'on a pu vivre, qui sortait un peu de l'ordinaire. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, je voyage encore, mais là, j'arrive en Côte d'Ivoire, parce que j'ai fait mon service militaire en coopération à Abidjan, donc 15 mois en plein cœur de l'Afrique noire, à Abidjan, qui laisse des souvenirs impérissables. C'était un titre un peu ronflant, mais j'étais moniteur de gestion hospitalière, c'est-à-dire que j'apprenais dans les hôpitaux à tenir des fiches de stock et de la comptabilité de base, pas très compliqué pour moi, et ça a été une expérience humaine absolument extraordinaire. Bon. Donc ça, c'est le deuxième chapitre. Puis le troisième chapitre, on arrive quand même à l'aspect professionnel, même s'il est un peu secondaire, c'est ces 3 voyages en Guyane, où il y a l'aspect professionnel, mais il est bien évident que quand vous allez plaider un dossier à Cayenne, vous y allez 15 jours, que le dossier vous en prend 2, et que pour le reste, vous visitez, vous vous promenez, vous allez en forêt profonde, vous voyez les choses. Bon. Et puis, je disais tout à l'heure, ça sera le 4e chapitre, que je suis aussi, j'avais hérité ça de mon grand-père à l'époque, avocat de l'armée de terre. Et j'ai eu l'occasion de ce fait, un peu partout en France, d'avoir des dossiers intéressants qui mettaient en cause soit des gendarmes, qui faisaient à l'époque partie de l'armée de terre, soit des militaires de l'armée de terre, des accidents, des choses intéressantes. Même certains actes volontaires, éventuellement, quelquefois. Bon. Et là, un jour, on est en 2000, mon correspondant du bureau du contentieux de l'armée de terre me téléphone en me disant « Est-ce que ça vous dirait d'aller au soleil ?» Alors je lui réponds quoi, vous avez une affaire à plaider à Marseille? Il dit non, Nouméa. Oui.
qui a toujours eu un peu l'esprit aventureux. Oui, Nouméa, bien sûr. Donc je vais aller 2 fois à Nouméa, pour le même dossier, une première fois en 2000 et une deuxième fois 2 ans ou 3 ans plus tard, j'y retourne. Donc, même chose. Alors là, bon côté de la barrière, je suis l'avocat d'un militaire qui a été, avec je sais plus ce que c'était d'ailleurs son bataillon, qui fêtait un peu leur départ, leur retour en métropole, et qui ont été agressés très, très, très sauvagement par une équipe de jeunes Kanaks pris de boissons, d'alcool, qui attendaient un concert sur la place des Palmistes à Nouméa, un concert qui avait 24 heures de retard. Alors les jeunes qui attendent un concert pendant 24 heures, ils ne boivent pas que de l'eau, donc ils étaient dans un état un peu second. Ils ont vu passer ce qu'ils appellent des oreilles là-bas, c'est-à-dire les grandes oreilles, et même s'ils n'étaient pas en militaire, ils ont repéré tout de suite. Et là, ça a été, comme toute action violente collective, très sauvage. À telle enseigne que mon jeune capitaine prendra un coup de tesson de bouteille dans l'épaule ici, qui va sectionner le nerf brachial, perte totale d'un bras, enfin bon, un gros dossier, un gros préjudice. Donc voilà, donc ça c'est mon 4e chapitre, l'expérience de Nouméa. Et puis, le dernier bébé, dont j'ai fait connaissance tout à l'heure en arrivant d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas encore eu physiquement entre les mains, qui s'appelle Le Temps des exigences, avec les éditions Marivol, qui sont à Romorantin. Donc on est un peu dans le blésois là. Alors ça c'est un roman, mais vraiment totalement roman, qui se situe à notre époque, et je reviens sur le monde carcéral. Donc un petit retour par rapport à ce roman-là, mais avec des yeux tout à fait différents. Le monde carcéral au travers des yeux d'un surveillant. Donc mon personnage principal est un surveillant qui vient de sortir de l'école, qui est nommé à la prison de Blois. Donc, j'ai cité à Blois, je connais bien la prison évidemment, parce que j'ai ouvert en 2000 un cabinet à Blois aussi, donc je fais un peu partie du baron de Blois. Et qui va découvrir ce jeune garçon qui arrive plein d'illusions et qui va découvrir ce qu'est le monde carcéral, des détenus. Donc je m'inspire bien sûr de personnalités que j'ai pu connaître, mais des détenus, les rapports du surveillant avec les détenus qui sont compliqués, les rapports des surveillants entre eux qui ne sont pas toujours simples non plus, et puis avec l'extérieur. Je ne sais pas si vous connaissez Blois, mais là je colle tout à fait à la réalité pour bien la connaître. Blois est une ville riche en délinquance. Par rapport à Tours, qui est plus peuplé que Blois, les audiences correctionnelles de Blois sont très, très lourdes, très sévères. Vous avez une zone dans le nord de Blois, qui est une zone de non-droit absolu, où la police ne va plus, où le trafic de drogue règne, où la violence règne. Donc je n'invente vraiment rien. Et je situe pour son malheur ce jeune garçon qui n'a pas beaucoup de moyens, parce que je découvre. Vous savez, quand on écrit, on travaille aussi un peu avec Internet pour se renseigner quand même, que le jeune surveillant qui débute, il doit être à 1230 €. Hein. Donc c'est quand même très juste pour se payer un loyer dans le centre-ville de Blois. Donc il va se trouver un petit bout d'appartement dans cette zone infâme. Et le malheur, c'est qu'il va être assez vite repéré par une équipe de coquins, de trafiquants, qui ont un peu dans l'idée de le terroriser pour obtenir des renseignements qui aboutiraient à l'évasion d'un gros bonnet de la drogue qui est détenu à Blois. Voilà, j'en dis pas plus. Mais si vous voulez, ça fait revivre une nouvelle fois le monde carcéral, mais vu au travers des yeux d'un surveillant, donc des yeux différents. L'idée que j'ai, c'est vrai dans le bagne, c'est vrai ici, c'est vrai un peu partout, sauf dans les récits évidemment de vie, mais c'est de mêler, parce qu'on me dit souvent, j'ai eu du mal à me situer, on me dit c'est un livre policier. Non, c'est pas vraiment un livre policier, c'est moitié policier, moitié judiciaire. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un livre à suspense, où il y a une tension, où il y a une inquiétude. Souvent, on m'a dit, là, j'ai eu un article du petit Sologno l'autre jour, dont j'ai eu connaissance, le type dit, on le lit d'une traite, ce qui est un compliment sympa quand même, on lit d'une traite, on a envie de savoir. Bon, on a envie de savoir comment ça se termine, donc il y a une notion de suspense, mais j'ai jamais été un grand fanatique de livres policiers purs, parce que
moi j'ai envie qu'il me reste quelque chose après. Si vous voulez, le livre policier pur, il vous intrigue, on va effectivement à la fin, puis après il vous laisse pas forcément, il vous porte pas à réfléchir, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'apporter en même temps le témoignage d'un monde que les gens ne connaissent pas forcément ou que les gens connaissent mal. Que ce soit le monde de la justice, que ce soit le monde carcéral, on entend tout et son contraire, et beaucoup de bêtises. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour commencer à partager un petit peu avec vous. Voilà ce que je peux vous proposer. Moi, je suis prêt à répondre à tout. Alors, sans aucune gêne sur l'avocat, sur le rôle de l'avocat. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein.